Nous allons donc retrouver chez Justine tous les symptômes que nous avons décrits chez d'autres malades sous le nom de phénomène d'aboulie. Il est intéressant de voir encore leur caractère et de constater qu'ils accompagnent encore les idées fixes et la suggestibilité. Nous étudierons ces phénomènes dans la volonté, dans l'attention, dans la mémoire et dans la perception des sensations. Nous n'avons vu jusqu'à présent Justine que dans ses attaques, et nous l'avons trouvée agitée et violente. Elle est tout autre dans l'intervalle et surtout beaucoup plus calme, car elle est depuis fort longtemps absolument incapable de ne rien faire. Elle est comme un enfant, sans décision et sans résistance, n'agissant un peu que sous l'impulsion continuelle des personnes qui l'entourent, et souvent même incapable, malgré ses efforts, de leur obéir. Je voudrais bien travailler, mais je n'ai pas le courage de me lever, de me débarbouiller. Se lever de son lit, de sa chaise, c'est un travail qui n'a rien d'humain. Comme nous le savons, elle peut continuer indéfiniment le travail une fois commencé, mais ne peut l'interrompre pour en commencer un nouveau. Elle est restée toute une journée à coudre des boutonnières, sans pouvoir se lever pour aller manger un peu. Nous n'insistons pas sur ces faits, ni sur la lenteur et l'hésitation des actes volontaires opposés à la brutalité des actes impulsifs. Ce sont des faits maintenant bien connus. L'attention est nulle, ce qui trouble toute l'intelligence des choses présentes. Bien entendu, Justine lit sans comprendre. C'est là un symptôme vraiment caractéristique de ces malades. Il y a entre moi et votre journal un obstacle monstrueux, un brouillard épais. Ne prenons pas ces paroles avec trop de précision. La malade voit clair, et elle distingue les lettres, qu'elle épelle fort bien. C'est la synthèse des mots qu'elle est incapable de faire. Ce défaut de l'attention s'accuse même dans la perception des objets. Elle ne reconnaît pas les gens qui viennent la voir et demande à son mari l'usage des objets les plus usuels. Elle comprend mal le langage, n'a plus aucune confiance dans ce qu'on lui dit et finit par douter de ses propres paroles. Ai-je dit une bêtise ? Je dois avoir menti, etc. Ces perceptions inexactes l'étonnent et elle se plaint de ne plus voir les choses comme à l'ordinaire. Le monde est bien changé, on ne s'y reconnaît plus, un brouillard enveloppe les choses, et les gens parlent au travers d'un mur. Il est vraiment curieux de constater combien tous ces malades se ressemblent. Le vide dans la tête, le brouillard, le mur sont des expressions caractéristiques que l'on peut considérer comme des symptômes, car elles se retrouvent exactement les mêmes dans toutes les observations. La mémoire présente des troubles fort complexes. Certaines amnésies sont nettement systématisées. Par exemple, Justine oublie la figure de son mari qui était absent depuis quelques heures, au point de ne plus reconnaître ses portraits. Nous avons déjà décrit certaines de ces amnésies systématisées qui portaient sur le langage. Justine perd la mémoire motrice de certains mots, elle les entend mais ne peut pas les prononcer. Il faut que son mari les articule nettement devant elle pour qu'elle voie le mouvement des lèvres et essaie de le reproduire. Quand elle est seule et qu'elle veut prononcer ces mots, il faut qu'elle évoque l'image visuelle des lèvres de son mari pour copier le mouvement. Elle a beaucoup d'oubli de l'écriture et tout d'un coup ne sait plus du tout comment s'écrit un mot, ou elle l'écrit avec une orthographe fantaisiste, ou elle le passe tout simplement. 1. Stigmates mentaux des hystériques, 1892-85. Ces petits oublis, dans la parole ou l'écriture d'une hystérique, sont intéressants au point de vue clinique, car ils simulaient quelquefois à s'y méprendre les oublis caractéristiques de la démence paralytique. D'autres amnésies localisées étaient produites par les attaques et par les somnambulismes. Tous les phénomènes qui se groupaient autour des rêves subconscients étaient pour ainsi dire entraînés par eux et se rattachaient à cette seconde existence. Ces amnésies, cependant, présentaient chez Justine une irrégularité intéressante et déjà souvent signalée. L'oubli était complet au réveil du somnambulisme, mais le lendemain et les jours suivants, quelques souvenirs de l'état second réapparaissaient pendant la veille. Ce retour des souvenirs peut s'expliquer suivant les cas, de différentes manières. Il est dû ici, croyons-nous, à ce fait que le sujet rêvait pendant la nuit suivante, à la séance de somnambulisme, et se souvenait en partie de ses rêves, qui devenaient une sorte d'intermédiaire entre le somnambulisme et la veille. Mais la perturbation la plus importante de la mémoire était celle que nous avons désignée sous le nom d'amnésie continue. Justine se souvient bien des faits anciens et surtout des événements de sa jeunesse, mais conserve mal le souvenir des choses récentes. Cet oubli prit un jour chez elle une forme bien nette. Son mari lui avait acheté un piano. Pendant longtemps, elle s'arrêtait devant ce piano, sans savoir d'où il venait. « Les autres meubles, disait-elle, je les connais bien, mais ce piano, d'où vient-il ?
Qui l'a mis là ? Malgré des efforts en apparence très grands répétés pendant plusieurs jours, elle ne pouvait parvenir à apprendre quelques vers et à les réciter par cœur. Ces amnésies n'existent en réalité que pour la personne consciente. Les souvenirs, comme on le sait, persistent d'une façon subconsciente. Pendant les attaques et les somnambulismes, Justine récitait très bien la pièce de vers qu'elle avait essayé d'apprendre. Enfin, cette forme d'amnésie se rattache aux troubles de l'attention et de la perception consciente. Nous ne pouvons revenir sur cette étude. 1. Amnésie continue, Revue générale des sciences, 30 mars 1893, page 167, voire le chapitre 2. Enfin, cette insuffisance cérébrale et psychologique se manifestait d'une manière sinon plus décisive, au moins plus simple, par les troubles de la sensibilité consciente. Des anesthésies des divers sens existaient au début de l'observation et se sont reproduites dans diverses circonstances. Voici les troubles que l'on pouvait constater assez fréquemment, surtout au début de l'observation, pendant la période la plus grave de la maladie: anesthésie presque complète pour la douleur, le toucher et les mouvements communiqués du côté droit, analgésie du côté gauche, anesthésie de la langue, perte du goût, perte du réflexe pharyngien, perte à peu près complète de l'odorat, diminution de l'ouïe, réduction de l'acuité visuelle à 1/3, réduction du champ visuel à 70 du côté gauche et à 35 pour l'œil droit. Nous étudierons à part, dans le chapitre suivant, certains troubles de la vue et certaines modifications du champ visuel présentées momentanément par cette malade. En effet, il faut reconnaître que ces anesthésies étaient extrêmement variables et se modifiaient sous toutes sortes d'influences. Elles disparaissaient quelquefois d'une manière complète dès que les idées fixes diminuaient et réapparaissaient à chaque suggestion, à chaque obsession nouvelle. Cette anesthésie correspond exactement au type que nous avons décrit sous le nom d'anesthésie par distraction. Elle nous montre bien comment se forment les anesthésies qui sont d'ordinaire plus stables chez d'autres hystériques. On constatait également chez cette malade le rapport étroit que nous venons de signaler entre l'anesthésie et l'émotion. La plus légère émotion faisait disparaître les sensations conscientes en laissant subsister les sensations subconscientes, c'est-à-dire qu'elle dissociait le cerveau et l'esprit. Elle supprimait, d'un côté, l'union des centres et, de l'autre, la synthèse des sensations avec la personnalité. Le plus souvent, d'ailleurs, on constatait une diminution, une perturbation dans les sensations plutôt que leur suppression complète. Ces troubles étaient surtout curieux pour le sens visuel et donnent lieu à plusieurs remarques intéressantes. Le premier de ces troubles visuels se rattache, à mon avis, au fait souvent décrit sous le nom d'asténopie. Quand la malade regarde avec fixité, quand elle essaye de lire, par exemple, en cherchant à comprendre, elle ne peut voir clair que peu de temps. Après 2 minutes, à peu près, elle se plaint de douleur dans les yeux, dans la racine du nez. Elle a des larmes dans l'œil gauche, puis dans l'œil droit. Elle voit de moins en moins, et enfin se trouve dans une obscurité presque totale. Cet arrêt de la vision dure aussi à peu près 2 minutes, puis la vue revient dans l'œil droit, ensuite dans l'œil gauche. Si la malade continue sa lecture, le même accident va se reproduire au bout de quelques minutes. Un phénomène de ce genre est-il essentiellement visuel ? Est-il dû à des perturbations dans l'œil lui-même ? Nous ne le pensons pas. En effet, nous constatons un fait absolument semblable pour le sens de l'ouïe quand il est exercé avec attention volontaire. Nous prions la malade d'écouter le tic-tac de la montre ou le battement d'un métronome. Elle ne peut le faire que pendant 1 minute et demie. À ce moment, elle se met à gémir, se plaint de souffrir dans l'oreille, puis n'entend absolument plus rien. L'ouïe revient peu à peu pour disparaître encore si le malade essaye de faire attention. En outre, ce phénomène ne se produit que dans certaines conditions. Il faut que la sensation soit attentive et volontaire pour qu'elle se fatigue aussi vite. Quand la malade cause avec nous, en maintenant les yeux ouverts, elle ne se plaint de rien. Et cependant, elle a vu pendant 1 demi-heure tout ce qui se passait, bien mieux. Quand elle tient un livre et le parcourt des yeux, sans chercher à comprendre ce qu'elle lit, elle ne devient pas aveugle toutes les 2 minutes. Elle voit réellement, puisque dans un somnambulisme consécutif, elle peut résumer le contenu de cette page. Cette asténopie est donc une manifestation particulière de la faiblesse de l'attention visuelle qui ne peut comprendre, synthétiser les phénomènes visuels que pendant un temps court et qui se fatigue rapidement. On peut dire, si l'on veut,
que ces phénomènes dépendent d'un engourdissement ou mieux, d'un trouble de nature inconnue dans le fonctionnement du centre visuel. Ce n'est pas une paralysie complète du centre, puisque les sensations existent encore. C'est un trouble qui rend difficile l'association des différents centres entre eux. C'est une difficulté de la systématisation cérébrale et mentale. Une autre altération de la vue se rattache aussi à l'influence de l'attention. Ce sont les modifications du champ visuel. Le champ visuel de Justine est extrêmement variable. Il se rétrécit d'une manière énorme dès que le sujet éprouve une fatigue physique ou morale, et surtout dès qu'il est obsédé par des idées fixes. J'ai déjà montré ailleurs que l'on pouvait suivre la gravité des idées fixes de cette malade rien qu'en prenant son champ visuel. Même au moment où le champ visuel est très grand et semble normal, il présente cependant une altération latente qui n'est manifestée que par l'expérimentation. Au centre de l'appareil, je fixe un morceau de papier sur lequel se trouvent, suivant les cas, quelques phrases écrites assez fins ou quelques nombres. Je place le sujet dans la position voulue pour lui mesurer le champ visuel et je le prie non seulement de regarder au centre, mais encore de lire le papier ou d'opérer mentalement une opération arithmétique sur les chiffres qui y sont inscrits. Lorsque l'attention est bien fixée sur ce travail, ce qui d'ordinaire n'a lieu qu'au bout de quelques instants, je promène le bâton qui porte un petit oiseau blanc sur le périmètre du côté externe de l'œil examiné, en allant de la périphérie vers le centre. Je l'arrête quelques instants au point que je sais être dans le champ du sujet, 40 degrés par exemple, puis je le retire. À ce moment, j'interromps le sujet dans son travail et je lui demande s'il a vu le signal s'avancer sur l'arc. Suivant sa réponse, je recommence la même opération en laissant le signal plus loin ou en l'avançant vers le centre. On arrive ainsi à déterminer le champ visuel du sujet pendant la fixation de l'attention. 1. Stigmates mentaux des hystériques, page 76, deuxième édition, 1911, page 65. Nous avons montré que dans cette expérience, l'attention réduit peu le champ visuel de l'homme normal, mais qu'elle réduit considérablement le champ visuel des malades. Justine, dans ces conditions, passe de 90 degrés à 30 degrés et quelquefois à 20. La puissance de perception personnelle est si petite qu'elle ne peut se porter sur un point sans abandonner les autres. Cela tient en partie à la fatigue, déterminée par la fixation de l'attention qui engourdit encore davantage les centres de perception. C'est aussi parce qu'il y a plus de détails à percevoir au point central que le champ visuel périphérique diminue. Ce rétrécissement du champ visuel par l'attention rentre d'ailleurs dans un groupe de faits de même genre, car on constate facilement une anesthésie momentanée de tous les autres sens au moment où le malade fait attention à une sensation particulière. La diminution de la puissance de synthèse, le rétrécissement du champ de la conscience portent ici nettement sur le nombre des phénomènes simultanés, tandis que dans les observations précédentes d'asténopie, il semblait porter sur la durée, sur le nombre des phénomènes successifs qui pouvaient être perçus consciemment. Enfin, nous signalons seulement un dernier trouble de la vue dont l'étude demanderait de longs développements. C'est la diplopie monoculaire et binoculaire. Le malade voit double, mais ce qui est étonnant et contraire à toutes les lois de l'optique, elle voit double même lorsqu'elle n'a qu'un œil ouvert. Sans entrer de nouveau dans les discussions délicates relatives à cette diplopie monoculaire, 2. Accidents mentaux chez les hystériques, page 73, deuxième édition, page 254. Nous en rappellerons seulement les conclusions. Le trouble d'accommodation, qui accompagne la diplopie monoculaire et qui a été étudié par M. Parinaud, est le point de départ d'une illusion. Le malade en réalité voit trouble et non pas double les objets qui ne sont point exactement au point pour lequel son œil est accommodé. C'est par une interprétation devenue habituelle que s'engendre la diplopie véritable. Mais d'où vient une aussi singulière interprétation ? Elle vient dans le cas présent de la diplopie binoculaire qui, elle, est bien réelle et des plus intéressantes pour l'analyse psychologique de ces malades. Quand Justine a les deux yeux ouverts, elle voit deux images dont chacune est fournie par un œil. On peut s'en assurer en couvrant un œil d'un vert coloré. L'une des deux images est vue rouge, tandis que l'autre reste blanche. Cette diplopie est due en partie au défaut de convergence des axes optiques et à un véritable strabisme momentané. Mais ce défaut de convergence et ce strabisme ont eux-mêmes une cause plus profonde.
C'est le défaut de fusionnement des diverses images fournies par les deux yeux. 1. Consultez sur ce point le rapport si intéressant de M. Parinaud sur le traitement du strabisme, 1893. Ce caractère est très général chez les hystériques, mais il se dissimule fréquemment, comme cela arrivait d'ailleurs chez Justine.